Peut-être que l'Ukraine va devenir russe, peut-être pas, mais en tout cas, on veut récupérer notre argent et donc les terres rares de l'Ukraine. Cette dernière déclaration de Donald Trump sur la chaîne américaine Fox News sonne comme un avertissement, évidemment pour l'Ukraine qui doit apparemment désormais choisir entre céder à la Russie et céder aux États-Unis, mais aussi pour la sécurité européenne et mondiale en général. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on parle des implications de la méthode Trump et de ses conséquences dans la réorganisation déjà visible des relations internationales, avec tout ce que cela peut impliquer pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Europe en règle générale. Donald Trump, dans un entretien à la chaîne Fox News, est donc revenu sur son ambition de mettre la main sur les terres rares ukrainiennes, en affirmant que les États-Unis dépensent des centaines de milliards de dollars, ce qui est exagéré comme toujours avec Donald Trump, puisque depuis 2022, on parle plutôt de 100 milliards d'aides américaines à l'Ukraine. Mais donc le président américain a continué, sa priorité c'est d'être remboursé. Peut-être que l'Ukraine va faire un deal, peut-être que non, peut-être qu'elle va devenir russe, peut-être non, mais en tout cas lui, il veut revoir son argent. Et sa solution c'est d'exiger de l'Ukraine l'équivalent de 500 milliards de dollars en terres rares. Ce qui est encore une fois bien plus exagéré que l'aide que les États-Unis ont apportée à l'Ukraine depuis 2022. Cette déclaration, elle fait suite à celle de Michael Waltz, son conseiller à la sécurité, qui a dit lui aussi que non seulement la Maison-Blanche veut être remboursée en terres rares, mais qu'en plus ce sera aux Européens de prendre en charge les futures garanties de sécurité pour l'Ukraine. Autrement dit, les États-Unis imposeraient leurs conditions dans leur médiation entre l'Ukraine et la Russie autour d'un accord de cessez-le-feu, notamment en ce qui concerne les territoires occupés ou encore l'organisation d'une élection. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Comme moyen de paiement, les États-Unis feraient main basse sur les ressources de l'Ukraine qui devaient en toute logique bénéficier à l'Ukraine, mais aussi être intégrées dans la corbeille de la mariée de l'Ukraine quand elle rejoindrait l'Union européenne. Mais en plus, les États-Unis ne voudraient plus assumer aucune responsabilité quant au futur de l'Ukraine. On se rappelle, c'est Volodymyr Zelensky qui a le premier évoqué la possibilité que les ressources naturelles de l'Ukraine soient exploitées par des Occidentaux. Ça faisait partie de ce qu'il appelait son plan de la victoire, présenté en septembre-octobre. Mais dans l'esprit du président ukrainien, c'était du donnant-donnant, des ressources contre de l'aide. Et là, il se retrouverait sans ressources, mais aussi sans aide, en tout cas pas dans le long terme. Évidemment, on ne sait pas si ces déclarations vont se concrétiser. Entre maintenant et la semaine prochaine, il va y avoir une série de rencontres de haut niveau à travers la venue de délégations américaines à Kiev ou la venue de Volodymyr Zelensky à la conférence pour la sécurité à Munich. On apprend aussi, selon une source du quotidien britannique The Telegraph, que la Maison-Blanche aurait arrêté de travailler à un plan de cessez-le-feu, voire un plan de paix, le temps de consulter les Européens, ce qui peut vouloir dire que Donald Trump serait enfin prêt à les inclure dans la boucle. Donc on ne sait pas du tout ce qui va ressortir effectivement de cette séquence, et comme je le répète depuis novembre, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, ça crée des mouvements et ça ouvre des opportunités qui peuvent aller dans tous les sens. Mais si on prend un peu de distance, on voit qu'en moins d'un mois, Donald Trump et ses équipes et ses alliés, dont Elon Musk, ont déjà mis à bas quelques-uns des fondements de l'ancien ordre international. Et après l'invasion de l'Ukraine, le traitement désastreux des conflits au Proche-Orient, le second mandat de Donald Trump pourrait bien sonner le glas de cet ancien ordre. Ce qu'a fait Donald Trump ces 3 dernières semaines, c'est qu'il a menacé notamment ses alliés, soit d'expansion territoriale aux visées clairement impérialistes, soit de guerre commerciale dont les effets seraient négatifs collectivement. Et ces menaces, encore une fois, elles sont adressées beaucoup plus aux alliés des États-Unis qu'à ses adversaires, à ses ennemis. Et là, en l'occurrence, Donald Trump s'est mis à menacer, à faire du chantage à l'Ukraine, qui est censé être un allié des États-Unis, mais qui est aussi victime d'une agression injustifiée de la part de la Russie et d'une guerre existentielle. Donald Trump a aussi mis fin au programme d'assistance et au programme humanitaire américain. Il veut démanteler l'agence USAID. Il veut liquider les médias Radio Free Europe ou Voice of America, qui avaient été très importants dans la résolution de la guerre froide, mais aussi pour soutenir les efforts réformateurs dans l'espace post-communiste et post-soviétique. Ça nuit beaucoup à l'Ukraine, mais aussi à énormément d'autres pays. Mais surtout, ça marque un abandon de la pratique de la puissance américaine à laquelle on avait été habitué. Puisque ces derniers 80 ans, l'ordre international de sécurité, il était basé sur l'idée que les États-Unis projetaient leur puissance de par le globe et qu'ils intervenaient un peu partout en fonction de logiques propres, mais aussi en fonction des jeux d'alliance. On l'aimait ou on ne l'aimait pas, mais en tout cas, c'était cette donnée qu'il fallait toujours avoir en tête quand on parlait de géopolitique. Et maintenant, Donald Trump est en train de couper les ailes à cette projection de puissance pour se concentrer sur America First,
first, ou en tout cas de changer les modalités de la projection de cette puissance qui ne passera plus par des alliances ou par des engagements de long terme, mais par une pratique transactionnelle de la politique étrangère et par une vision des relations internationales comme un jeu à somme nulle. On ne donne que ce que l'on peut recevoir, et si l'on donne plus, c'est que l'on s'est fait avoir, c'est que l'on est des perdants. L'ironie de cette situation, c'est que la Russie proclame depuis déjà de nombreuses années que l'on se dirige vers un monde multipolaire, avec non pas un, mais plusieurs centres de référence, et avant la réélection de Donald Trump, ce mouvement, il était déjà enclenché, mais il était lent et somme toute assez incertain. Il n'y a qu'à voir la difficulté des BRICS à s'établir en réel contre-pouvoir à l'hégémonie américaine. Mais maintenant, avec Donald Trump de retour à la Maison-Blanche, eh bien, on y est et ce mouvement s'est accéléré, ça va désormais très vite. Et donc, dans les prochaines années, en termes de sécurité, on peut s'attendre à un vide sécuritaire dans la plupart des régions du globe, car l'assurance que les États-Unis interviendront si quelque chose se passe, eh bien, elle n'existera plus. Et ça vaut pour l'Ukraine, ça vaut pour Taïwan, ça vaut pour un certain nombre de points chauds sur la planète. Il n'y a en fait qu'Israël qui peut être sûr que les États-Unis l'aideront jusqu'au bout. Et la disparition de cette assurance que les États-Unis interviendront, eh bien, elle vaut évidemment pour l'OTAN. Puisque avec Donald Trump au pouvoir, on comprend que si jamais le nord de la Finlande, la Laponie est attaqué, ou si jamais la région est de la Lettonie, la Latgalie, subit une attaque indirecte ou directe, eh bien on a désormais beaucoup de signes qui indiquent que les Américains vraisemblablement n'interviendront pas. Parce que ce seraient des conflits trop petits, qui ne mettraient pas du tout en cause les intérêts américains, que c'est à l'Europe de s'en charger sur son propre territoire, et que l'on ne va pas déclencher l'article 5 pour des régions rurales et périphériques. Ça évidemment on le saura quand on y sera, mais en tout cas les dernières déclarations et actions de Donald Trump ont déjà sapé les fondements de cet article 5, c'est-à-dire la confiance dans la solidarité transatlantique. Et on bascule donc dans un monde tout à fait nouveau. À partir de là, je voudrais ouvrir sur 3 points pour terminer cette vidéo. Le premier, c'est le bilan de l'administration Biden qui est véritablement désastreux. Et peut-être que beaucoup parmi vous n'aiment pas ce que Donald Trump et ses équipes font depuis le 20 janvier, mais l'administration Biden a beaucoup contribué à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, puisque sa peur de l'escalade et ses retards dans les livraisons d'armes à l'Ukraine ont empêché Kiev d'obtenir un avantage décisif en 2022-2023, ont prolongé cette guerre au profit de la Russie, qui a aussi pu consolider ses propres alliances, et surtout ça a conforté Vladimir Poutine dans sa croyance en une faiblesse structurelle des Occidentaux. Le deuxième point dans ma conclusion, ça porte évidemment sur les Européens. Est-ce qu'ils vont réussir à compenser le désengagement américain, à prendre leurs responsabilités et à créer par eux-mêmes les conditions d'une dissuasion pour faire face aux multiples menaces, notamment russes. Et le troisième et dernier point, c'est sur l'analyse de la méthode Trump. Puisque, comme je l'ai dit, tout ce qui a été fait et dit depuis sa réélection a déjà des effets profonds, et le glissement vers un nouvel ordre international ou un nouveau désordre international, eh bien, il paraît inévitable, et donc il faut en prendre conscience et s'y préparer. Mais ça n'empêche qu'il faut aussi suivre le personnage Trump au cas par cas, afin de distinguer ses menaces sérieuses et ses coups de bluff. Vous avez sans doute entendu parler de cette théorie du madman, de l'homme fou, qui est une théorie qui a été élaborée pendant la guerre froide sous Richard Nixon pour justifier la dissuasion nucléaire, c'est-à-dire de faire croire à l'autre que l'on est suffisamment fou pour vouloir tout détruire. Et là, on applique cette théorie à Donald Trump en essayant de comprendre s'il est fou ou s'il est au contraire extrêmement intelligent en faisant croire à tout le monde qu'il est fou. Sachant qu'il y a aussi une troisième option que j'aime beaucoup, qui a été développée par la chercheuse Rim Montaz dans un des derniers épisodes du podcast Le Collimateur, je mets le lien en description, et qui dit que en fait Donald Trump était un mauvais promoteur immobilier dans le passé, et que aujourd'hui président des États-Unis, eh bien il ne ferait que réappliquer la même mauvaise méthode de négociation qu'auparavant pour obtenir les mêmes mauvais résultats. Et ça donc dans le cas de l'Ukraine, eh bien on aura tout le loisir de décortiquer cette méthode Trump dans les semaines qui viennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.